Pardon. Aujourd'hui, en compagnie de Mehdi, réalisateur 3D et VFX. Comment ça va, Mehdi? Bah ça va, écoute, ça va très bien. D'habitude, je fais ce genre de choses en anglais, du coup, ça me change et ça fait du bien de le faire au moins une fois en français. Mais ouais, c'est cool, tout va bien. Bah, j'espère que les gens apprécieront un peu tout ce que j'ai à montrer. Et on a hâte de découvrir surtout aussi. N'hésitez pas également à poser vos questions dans le petit chat qui est à disposition ici. Si vous avez des questions à poser à Mehdi, des questions voilà, sur le projet, le workflow, le process, n'hésitez pas, on y répondra tout au long du webinar. Mehdi, je vais te laisser prendre la parole et nous parler un petit peu de ton histoire et de ton parcours. Et c'est un plaisir encore une fois de t'avoir en notre compagnie et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinar. Bah, merci bien, merci à tous ceux qui sont présents, tous les auditeurs. Merci beaucoup aussi à BenQ de m'inviter et de me permettre de présenter un peu mes travaux. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mehdi Adi, ou Mad, pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux. Euh, je suis réalisateur et creative directeur et motion designer. Vous voyez tous bien mon écran, au fait? Nickel, pour moi c'est Ok, ok. ok. Euh, donc voilà, je fais ça depuis, enfin j'ai eu plein de métiers dans cette industrie, mais en tout cas, cela c'est ce sur lequel je finis à peu près. Euh, et je fais ça depuis près de 10 ans maintenant. Bah, 11. Euh, 10 ans de plein de plein d'aventures assez spéciales. Bon, à chaque fois, je suis toujours très étonné de tous les chemins vers quoi ce dont cette industrie et ce métier m'a amené. C'est pas juste faire graphiste et travailler pour des clients, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de se confronter à des gens, à des clients, à des cultures, à des tempéraments différents et à différentes industries. Et, euh, et c'est assez fou quand même tout ce qui peut se passer en un short time aussi court, mais ouais, 10 ans cette industrie. Je pense qu'on pourrait, déjà pour présenter un peu ce que je fais, qui je suis, peut-être lancer la bande démo, donc la Avec, démo reel avec 2023. plaisir, avec plaisir. Alors, tac, tac, tac. Je vais chercher. C'est la Motion Reel 2023, C'est 2023, c'est ça? c'est bien ça. Parfait.
laisse repartager ton écran si tu veux, Mehdi. Ouais. Donc voilà un peu ce que j'aime faire en tout cas, vraiment ce qui me plaît. C'est marrant parce que à chaque fois il y a plein de choses que j'ai oublié de faire, enfin que j'oublie en fait avec le temps et quand je la revois je me dis tiens je fais ça et je n'ai aucun souvenir. Euh, mais pour ceux qui ont remarqué il y a quasiment pas de, où il n'y a pas de vraiment de projet client dans cette bande démo. Parce que j'ai jamais fonctionné comme ça. Ça a toujours été des projets que moi j'aime faire, que je trouve intéressants. Et, euh, et quand j'ai commencé dans l'industrie, vu que j'avais pas de clients et que je ne savais pas par où commencer, bah, j'ai juste commencé à faire des shots en fait de mon côté. Et en fait, du coup, j'ai fait des shots qui moi me plaisaient selon les références des artistes que je connaissais. Et quand j'ai mis un peu tout ça bout à bout, bah, au final, les clients m'appelaient pour refaire ces shots-là. Et depuis, c'est-à-dire depuis 2013, j'ai jamais mis de projet vraiment client, ou alors c'est vraiment des projets dans lesquels j'ai toute la responsabilité de l'entièreté du projet dans ma bande démo. Et avec ce principe-là, ça m'a permis justement de travailler dans énormément de studios. Euh, dont- voilà, tous ces studios, pour en nommer quelques-uns. Et encore une fois, tous ces studios n'a jamais demandé à avoir mes projets clients, ça a toujours été mes projets perso. Et c'est ça en fait le fil conducteur de toute ma carrière, ça a toujours été que mes projets perso, ce que j'aime vraiment faire, bah, c'est ça au final qui me donne du travail et qui m'a permis d'enseigner, de travailler dans des grosses structures comme Marvel, Netflix, ou d'enseigner au Gobelin, ou dans toutes ces structures-là assez reconnues. Donc en tout cas, si j'ai un conseil à donner au milieu de cette présentation, c'est surtout, attardez-vous sur vos projets personnels, faites-en, ça vous fera évoluer, ça vous fera découvrir de nouvelles choses, et surtout, ça intéressera d'autres personnes qui sinon se diront, bah tiens, j'aimerais bien avoir ce petit bout de truc là pour mon projet, et ça pourra vous faire évoluer vers encore d'autres choses. En tout cas, ça c'était pour la petite partie conseil. Et toutes ces boîtes, toutes ces structures, justement, à chaque fois, et c'est pour ça que j'ai toujours voulu bouger un peu dans plein de studios, ça m'apprend à chaque fois quelque chose de nouveau. Euh, dans plein d'aspects, que ce soit sur des nouvelles techniques, des nouvelles manières de travailler, et aussi ce qui marche pas. C'est-à-dire que dans plein de studios, que ce soit des petits, des grands, il y a énormément de dysfonctionnements. Et ça aussi, ça me sert à apprendre et surtout à reporter ça sur mes propres projets. Et en expérimentant, justement, euh, avec tous ces studios sur leurs projets à eux, et en m'inspirant et en épongeant, si vous voulez, leur pipeline de travail, leur savoir-faire, la spécificité aussi de chaque métier, ça m'a permis de pouvoir développer et faire mes propres films personnels, ce qui m'a encore rapporté d'autres opportunités, d'autres projets, d'autres expériences. Et l'un des projets pour lequel je suis plus connu, en tout cas, c'est ce projet-là qui est No Mankind, pour ceux qui le connaissent déjà. Je me dis, on peut peut-être le regarder et on va en parler après sur le process. Carrément, avec plaisir. Alors, je vais le partager de suite. Ouais. Hop, hop. Et c'est censé se lancer. Parfait. Hop.
Et donc, ce film-là a été vraiment l'un des, un, un des points phares de ma carrière. C'est ce qui m'a permis d'aller dans plein d'autres branches très très différentes que celle du graphisme. Et ce projet a eu beaucoup de vie, beaucoup d'itérations et il a été au final pas si long que ça à faire juste en termes de production. Mais par contre, il a été long à conceptualiser. Et c'était ça et c'est ça qui était un peu compliqué. C'est aussi ça le point central de cette présentation, c'est euh, comment je fonctionne en termes de créativité, comment j'arrange mes idées, comment je construis des histoires, comment je mets en place aussi mes références. Et ce film-là est le fruit justement de toute cette expérience-là. Et, euh, et alors le truc qui s'est passé, ce qui était intéressant avec ce film, c'est que forcément, quand j'ai sorti ce film-là, bah, j'étais le gars qui fait des robots très dark pendant très très longtemps. On m'appelait vraiment que pour faire des choses comme ça, et ça me va très bien parce que c'est ce qui me plaît. Ce film a eu, encore une fois, beaucoup de vie dans le sens où il y a eu il a été exposé dans certaines galeries. Il y a il y a des cours universitaires qui se sont faits sur ce film, euh, un peu type histoire de l'art. Alors, des fois, c'est arrivé qu'ils me prêtent des propos que j'avais pas forcément en tête, euh, comme, comme tout bon cours de l'histoire de l'art. Mais a priori, ce film a parlé et a résonné à beaucoup de monde. Il y a plein de gens qui ont vu ce film et qui me disent qu'ils ont commencé à la 3D euh, parce qu'ils voulaient faire ce genre de choses. Et ce film a parlé à plein de monde dans différents aspects. Et ça m'a touché parce que tu ne dis jamais que toi, en tant que graphiste, tu vas faire quelque chose qui va vraiment inspirer quelqu'un. Enfin, t'inspires à ça, mais tu te dis pas que ça va foncièrement arriver, ou ce genre de choses. Et quand ça arrive, bah, c'est excessivement gratifiant et j'en suis encore une fois très reconnaissant quand il y a des gens qui m'en parlent encore et qui l'utilisent encore comme référence ou ce genre de choses. Mais forcément, quand tu fais un film typé dans ce goût-là, bah, à un moment donné, tu vas peut-être en avoir marre. Et c'est là où justement vient bah, l'envie de changer un petit peu. Et après, ça a été. Bah, j'ai fait exactement la même chose. Je me suis dit, bon, bah vas-y, j'ai bien poncé les robots. Euh, je trouve ça cool, mais j'ai envie de changer un peu de rythme, de changer un peu d'industrie, etc. Et c'est là où je me suis dit, tiens, on va s'attaquer à quelque chose qu'on n'a jamais fait un peu avant. Et c'est là où les voitures sont arrivées un peu. En sachant la petite anecdote, je n'ai pas de permis, je ne conduis pas, mais j'aime la culture automobile. J'aime le design, j'aime le craftsmanship qui va avec la conception d'une voiture, la minutie, la passion aussi qui va avec les sports automobiles. Donc c'est un domaine que j'aime beaucoup et que je respecte, mais que je ne pratique pas dans ma vie. J'ai un vélo, moi. Mais c'est pas grave, ça passe. Euh, le projet qui est venu après No Mankind, c'était Enigma, donc mon projet de voiture. Donc, ouais, on peut le lancer. Carrément. N'hésitez pas bien évidemment dans le chat si vous avez la moindre question pour Mehdi, c'est fait pour ça.
Donc ce film-là aussi était très intéressant à faire. Pour ceux je vois dans le chat, pour ceux qui n'ont pas pu le voir avec le son, je vous invite à aller le voir sur YouTube ou peu importe, une de mes plateformes. Avec le son a une place très importante dans le film. Il a même limite été pensé vraiment avec. Et même l'image servait le son à un certain degré. Donc allez-y, n'hésitez pas en tout cas à aller voir ça. Euh, Encore une fois, ce projet venait de ok, je suis bien établi sur les robots, j'aime bien, c'est cool, j'ai envie de changer, voyons ce qu'on peut faire avec quelque chose de complètement différent. Et ce projet-là, ça a pris peut-être un peu moins de 2 mois à faire, et ça m'a appris un peu le design automobile, la customisation, euh, les proportions, le fait d'être à peu près juste dans ce que tu fais et le rendu, de jouer un peu avec une shape qui va pas foncièrement beaucoup bouger. Donc ça a été un vrai travail sur la cinématographie, sur le lighting. Et du coup, ouais, ça m'a beaucoup servi et beaucoup appris. Mais, comme un peu tout ce que je fais, ce qui s'est passé, bah, c'est que bah, pendant un an, on m'a appelé pour faire des voitures. Du coup, du coup, il y a une espèce de phase récurrente de je fais quelque chose, et on m'appelle pour faire cette chose-là, de manière très spécifique, pendant un temps. On a deux Oui, questions, Mehdi. ouais. On a Wallace David qui nous demande est-ce que tu as fait la création sonore toi-même? Et une autre question de Jordan qui nous demande est-ce que c'est toi qui as modé les assets et qui a fait le sound design? Du coup, ce qui rejoint une autre question. Non, le son n'a pas été fait. Alors, moi, je suis très mauvais en son. Vraiment, je suis mauvais à ça. C'est pas mon truc. Du coup, je travaille avec quelqu'un qui s'appelle MakeWave, où c'est son métier, justement, de faire du son. Il est sound designer, il est compositeur. Et il a fait le son là-dessus. Pour la voiture, au-delà du fait que j'aurais bien aimé modéliser une voiture en entier, j'aime pas trop perdre du temps. Euh, je savais ce que je voulais comme shape, je savais quel type de voiture je voulais un truc assez rétro, assez boxy, enfin, une vieille voiture, quoi. Pas un truc assez récent, tu vois, tout lisse, tout slick. Non, une voiture assez vieille sur laquelle je pouvais rajouter des morceaux. C'est-à-dire que cette voiture-là ne ressemble pas du tout à ça. Euh, à la base, elle est considérablement plus simple, mais j'ai rajouté tous les éléments extérieurs, comme un vrai shop de customisation de voiture. Ils découpent les parties, ils les font, ils les moulent, ils les posent, ils les vissent. Et c'est exactement cette méthode-là que j'ai utilisée pour rendre ce côté très agressif à la voiture. Euh, mais non, de manière très générale, vous savez, quand je fais les choses, quand je fais un film, quand je fais des petites animations, j'ai pas tendance à tout faire from scratch parce que je trouve pas que ce soit nécessaire. Euh, Souvent, j'achète beaucoup d'assets que par contre je vais beaucoup modifier pour que ça fit à vraiment mes besoins. Mais non, je n'ai pas tendance à vraiment tout faire from scratch. Au début, je le faisais parce que je m'étais dit, bah, c'est peut-être la bonne chose à faire en tant qu'artiste, je devrais peut-être faire tout moi-même. Avec le temps, tu te rends compte que bah non, c'est bien de pouvoir euh, utiliser des modèles existants. Moi, en plus, ça me fait payer d'autres artistes, je trouve ça bien aussi. Et de vraiment s'approprier ce design, ce modèle, et d'en faire quelque chose de nouveau pour que ce soit vraiment toi au final quand tu le publies ou autre. Mais non, si vous avez moyen de prendre une base correcte quelque part et de la modifier, faites-le. Parce que sinon, c'est. Et puis au-delà de ça, c'est très compliqué hein, de modéliser une voiture correctement. Il y a beaucoup de parties, c'est un vrai métier. Il y a vraiment des modeleurs automobiles qui existent et qui le font très bien, mais ça prend beaucoup de temps à faire et ils font que ça. Moi, je fais beaucoup d'autres choses, donc ouais, j'aurais jamais eu le temps de faire ça. Euh, mais dans mes moments où je me dis, ah, j'aimerais bien le faire, moi au final, non, pas tant que ça. On a également une question de Jocelyn qui demande si tu es toujours sur Octane Render. Alors, oui et non. C'est-à-dire que euh,
Octane, Octane était mon premier moteur de rap. Donc c'est avec ça que j'ai fait le Mankind, par exemple. C'est un moteur que j'affectionne tout particulièrement, mais c'est un moteur qui est très compliqué pour être précis dans ton rendu, pour être précis dans tes lightings. Donc c'est un moteur qui est très véloce, qui est très rapide, qui est très performant. Mais quand tu commences à rechercher vraiment des réelles intentions cinématographiques, une réelle précision dans le lighting, sur quoi, ce dont je tends de plus en plus avec le temps, bah, ça va être plus Redshift, pour le coup, c'est avec lequel je travaille. Octane, je l'utilise encore quand je sais que je vais avoir un projet avec une deadline excessivement short, vraiment très 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 petite, où il n'y a pas beaucoup de budget, pas beaucoup de temps. Je vais utiliser Octane parce que je sais que je pourrais sortir mes images en peut-être 45 secondes l'image ou un peu moins selon ce que je vais faire. Euh, mais j'utilise encore Octane, c'est juste que c'est plus vraiment mon moteur de prédilection. Ça a plus switché vers Redshift, selon les choses que je fais maintenant. On a une question également sur le rythme du montage de Césaire. Est-ce que Mehdi, tu fais toute la DA du montage ou bien ça vient sur le coup de l'inspiration pour les transitions très dynamiques? Ça vient sur le coup. Euh, je serais tenté de dire qu'il faut jamais vraiment rester bloqué sur sa première idée, parce que c'est pas, on se l'imagine mieux que ce que ça rend à la fin. Et moi, ça m'arrive tout le temps. Au final, j'ai une idée très très précise. Si vous saviez à quoi ressemblait No Mankind au tout début, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est juste que j'ai fait évoluer le projet au fur et à mesure de mes références, de mes rendus. Des fois, je place une caméra sans faire exprès. Je me dis, tiens, c'est un bon cadrage. Bon, ben, on va utiliser ça. Du coup, il y a une grosse part de un projet, et une entité organique qui va bouger avec le temps et je laisse ce truc-là aller. J'ai jamais vraiment d'un storyboard très établi, j'ai une guideline générale de ce que je veux faire, comment je veux utiliser les caméras, les mouvements, etc. Mais à la fin, il y a énormément de choses qui ont été modifiées à cause d'accidents ou à cause de ouais, finalement ça marche pas si bien que ça, je vais changer. Ou alors j'ai vu une publicité avec une caméra à un moment donné qui était vachement bien et je vais réutiliser ça. Donc, ouais, ça bouge énormément. Et c'est pareil avec mes projets clients, c'est-à-dire que la méthode avec laquelle je travaille avec eux, aujourd'hui, vu que j'ai de la chance de pouvoir à peu près choisir les clients avec lesquels je travaille, euh, je leur fais comprendre que moi, tout ce qui compte, c'est vraiment le, le film à la fin à quoi ça va ressembler. Et du coup, il va y avoir des choses qui vont shifter un peu dans le projet, qui vont bouger, qui n'étaient pas forcément prévues. Mais tant que ça sert le film, vaut mieux le faire. Mais ouais, je reste jamais bloqué sur des idées. Il y a des choses en effet qui bougent tout le temps. Je fais le montage, moi par contre, et justement ce film-là était l'occasion d'essayer un montage vachement plus dynamique, euh, avec beaucoup de cuts, beaucoup de micro-inserts dynamiques qui moi je trouve assez intéressant. Mais ouais, c'était moi qui ai expérimenté ça et qui ai fait la DA de tout le projet. C'était juste moi pour l'image, Make Wave pour l'audio, et on a fonctionné comme ça jusqu'à maintenant. Ok. On a une autre question de Jamel. Lorsque tu conceptualises ton short film, tu penses en amont au secteur que tu vas toucher et aux opportunités que tu aimerais atteindre, ou simplement tu fais ce que tu kiffes sans te préoccuper, pardon, des potentiels clients que ça toucherait? Ouais, bah en fait, les clients et tout ça, c'est cool, mais c'est plus c'est une incidence à ce que moi je trouve cool à faire. Donc je ne me pose pas la question d'une certaine cible ou de quoi que ce soit. Avec le temps, je me rends compte et je sais qu'est-ce qui va potentiellement se passer quand je vais euh, release un projet. Je sais à peu près les retombées en termes de demande client que ça va ramener, forcément. Mais c'est jamais ça mon but. Mon but, c'est toujours de faire un film que moi j'aimerais voir. Voilà, ça a toujours été la guideline principale de mes films, de ce que j'aime faire. C'est je publie, je poste toujours les choses que j'aurais bien aimé voir
en scrollant sur Instagram, en regardant YouTube ou ce genre de choses. Donc ça vient vraiment juste d'un kiff. C'est juste, j'aime bien ça, c'est nouveau, j'ai envie de changer, je fais ça. Et après que des projets marchent avec des clients, etc., ça c'est une incidence qui est cool, hein, mais c'est pas le but. L'argent et les clients, c'est pas le but. Ça vient après, mais c'est pas la première, le premier but. Très bien. Bah, j'avance un petit peu sur Ouais. la presse et puis après on reprendra les questions, ça y a aucun souci. Donc du coup, tous ces projets prennent encore une fois, des chemins très différents. Ce film aussi, par exemple, a été exposé à, à un salon automobile. Ça a été aussi exposé dans une galerie d'art à Miami et au Japon. Euh, Ça a été aussi des commandes qui sont venues aussi de différents clients pour leur short, pour leur shop, pardon, pour un client étranger qui voulait juste avoir un élément dans son salon qui tourne. Il en avait les moyens. Et ouais, du coup, les projets prennent n'importe quel sens. Ouais, c'est toujours très étonnant. Et, euh, et par exemple, ça, c'est à quoi des fois ça amène. Euh, il y a un des projets qui a été dans des magazines, d'autres projets qui ont été exposés, et même mon projet qui a été tatoué sur quelqu'un. Mhm. Et ça, c'était. Alors, je vais pas vous mentir, quand le mec il m'a montré ça, c'était particulier comme sensation que ton design à toi soit gravé dans la peau de quelqu'un à vie. Euh, C'était étrange, mais c'était assez marrant. Jamais de la vie j'aurais pensé que ça puisse arriver à là, que ça parle à... Tu sais jamais comment les gens vont réagir par rapport à ce que tu fais. Que ce soit des trucs super cute, super mignons, que ce soit des trucs super agressifs, super dark, peu importe quoi. euh, les gens auront une réaction, un feedback, un feeling par rapport à ça. Et c'est ça que je trouve cool. C'est aussi pour ça que je fais vraiment, enfin que j'aime en tout cas faire ce métier, c'est que bah, ça apporte tellement de sentiments et d'émotions, et de réactions bizarres chez les gens que je trouve ça fascinant. Euh, mais encore une fois, tout ça, jamais ce serait arrivé si je travaillais pour juste des clients. Non. Ça, par contre, cette question arrive souvent euh, sur comment je structure aussi mes projets personnels et mes projets clients. Alors, ce qui se passe, c'est que j'essaye. Alors, j'essaye. C'est pas facile. J'ai une femme, deux enfants. Du coup, ça prend, ça prend du temps des fois. Mais j'essaie toujours de faire 6 mois projet client et 6 mois projet perso. Donc pendant 6 mois, je vais beaucoup travailler. Je vais enchaîner les projets clients jusqu'à ce que me donne à peu près 6 mois de liberté où je peux développer des nouveaux pipelines de travail, à ce moment-là sortir un short film, faire plusieurs expérimentations, les poster sur Instagram. Euh, donc c'est des temps donnés qui est très important d'une à l'évolution de ma carrière et même moi mon bien-être. J'aurais beaucoup de mal à encaisser 1 an de projet client juste ça, ça serait très compliqué pour moi, parce que j'ai besoin de travailler pour moi, j'ai besoin de faire mes trucs, et des fois, 1 heure, 2 heures dans la journée, c'est pas suffisant. Donc je préfère des fois dédier un gros moment à mes travaux, et c'est pour ça que des fois, vous allez me voir très actif pendant 3 4 mois, et après, plus rien, jusqu'à ce que le cycle recommence et que je puisse me reconcentrer sur un peu tous mes projets. Mais ouais, vous verrez, faites des projets perso, ça vous amènera à énormément de nouvelles choses. Ok, avant de commencer un peu le process de travail, est-ce qu'il y a des questions? On entend un petit peu de bruit autour de toi, Mehdi. Est-ce que Ah, c'est... pa- ça- pardon. Euh, ah, 2 petites secondes, ok? Bougez pas. Est-ce que vous passez un bon moment? N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. C'est très agréable de vous voir poser des questions et tout ça. Donc super. J'espère que tout va bien pour vous. Et voici
Hop, Mehdi qui est de retour. Je te laisse te démute, Mehdi, si tu m'entends. Je t'ai muté. Et voilà, Parfait. c'est bon. Voilà. Vous m'entendez tous? Oui, très bien, merci. Ok. Merci. Donc ouais, quelques questions? Alors, on avait encore des questions de tout à l'heure concernant la vidéo et ton petit film. Est-ce que H. Thorpe, si je prononce bien, a été une influence avant de faire ce film? C'était au moment de ta vibe voiture. Dans un sens, ouais. Euh, et c'est marrant parce que j'ai dîné avec Ashtorp il y a à peine genre 2 semaines, où on en parlait justement de ce projet voiture et tout. Euh, et en effet, forcément, il a un mood que j'apprécie beaucoup. La manière dont il amène ses designs, surtout lui et Carlos, parce que c'est vraiment un binôme. Carlos étant un excellent designer de voitures, c'est vraiment lui qui a la main dedans. Ashtorp aussi a une énorme patte créative qui m'a toujours beaucoup inspiré. Et oui, forcément, ça a été une grosse inspiration. Mais au final, vu qu'on a beaucoup les mêmes inspirations, c'est-à-dire que lui aussi s'inspire d'autres designs, d'autres designers, même de certains magazines, de certains films, on a aussi un tronc commun. Et c'est pour ça que des fois, ça se joint. Moi et Ashtor, on a beaucoup de références en commun sur les mangas, sur la culture, sur ce genre de choses. Et pour lui parler de temps en temps, à certains événements, bah, c'est vrai on a quelques similarités à ce niveau-là. Mais oui, c'est une inspiration, mais mes inspirations viennent surtout beaucoup de la photographie. Sur Pinterest, j'ai des planches, enfin, je sais pas combien de planches d'images j'ai de car designers ou de photographes studio de voitures qui lead un peu vers la direction que je prends. Mais oui, forcément. Il est très bon, lui et Carlos, même qu'ils ont fait une structure, je crois que c'est MHC, un truc comme ça. Et puis après, de toute façon, Ashtorp est imbattable. Il a designé la Batmobile. Donc, on peut que s'incliner à ce moment-là. Ouais. Ok, très bien. On a une question de Wallace également. Donc, quand tu as une proposition professionnelle, est-ce que tu abordes ça de la même façon? C'est-à-dire, est-ce que tu ne vas pas faire les assiettes toi-même, mais les acheter ou acheter les assiettes à modifier sur un store, ou l'inverse, est-ce que tu vas tout faire de A à Z pour un projet client? Non, non, c'est tout. On essaie toujours de rester quand même efficace et si les assets sont déjà là, je les prends. Ok, Si et ça vient sur tous les aspects vraiment du film. Ça m'arrive de beaucoup de faire appel à des banques de FX par exemple, pour des fumées d'ambiance, pour des explosions, pour des nuages, pour tout ça. Euh, je vais acheter des assets. Le but surtout, c'est que moi, il faut que je boucle un projet très vite et que je passe à un autre. Et si je m'amuse pour l'amour de l'art à faire tout moi-même, je double le temps. C'est très long de simuler, c'est très long de modéliser. Et aujourd'hui, il y a tellement d'éléments entre Hum 3D, où il y a toutes les voitures possibles et inimaginables pour une centaine d'euros, tu as juste à les modifier si le client requiert ça. Et puis même, ça m'est déjà arrivé pour des pubs de voitures que le client me donne même pas la voiture. Parce que soit le concept était pas complètement fini, soit elle était inutilisable parce que c'était un modèle très précis de CAD avec une tonne de polygones et du coup ça rendait tout le process très très lourd. Mais bizarrement, sa voiture, alors est-ce qu'il y a des leaks réguliers dans l'industrie automobile? En tout cas, à chaque fois, ces voitures-là, même pas foncièrement finies, finissent dans des plateformes type Hum 3D ou ce genre de choses. ok, Et pareil pour si j'ai besoin de bâtiments, bah, il y a entre Kitbash 3D, entre Big, Medium, Small, entre les packs aussi qu'on peut trouver sur CG Trader ou Turbo Squid ou peu importe. Bah, je veux dire pourquoi s'en priver, il faut absolument pouvoir
bah, vite poser ces ambiances et identifier les problèmes. Et ça vient de, bon bah ok, ces assets-là, je les place dans la scène et je peux avancer. Mais oui, c'est essentiel quand même d'utiliser des assets extérieurs. Très bien, on a une question également de Jordan qui nous demande est-ce que tu fais ton montage directement dans After pour ajouter les effets de montage ou tu valides ton edit dans Premiere ou DaVinci et ensuite tu rajoutes tous les effets graphiques en dernier. Alors, je sais pas pourquoi, hein. J'ai toujours fait tous mes montages dans After Effects. Alors, je sais qu'il y aura beaucoup qui disent que, bah, pourquoi faire? Parce que justement, je pense à beaucoup d'effets dans la transition, beaucoup de glitch, beaucoup d'éléments un peu de particules, où là, je vais juste avoir une idée. Au milieu d'un shot, je vais me dire, tiens, je vais faire une déformation ici. Et c'est pas un truc que je peux faire facilement dans Premiere ou DaVinci. Du coup, mes montages sont plus longs à faire, mais c'est toujours au final dans After Effects. Euh, J'essaie de me faire une base dans DaVinci juste pour essayer d'aller vite, mais ça va très très vite aller dans After Effects parce que c'est là où je veux commencer à pouvoir mettre en place mes idées. Et, euh, mais oui, idéalement, il faudrait que. Mais après, surtout, cet ancien After Effects est très compliqué à utiliser parce que je trouve qu'il bug beaucoup. Puis il encaisse plus très bien. Après, ça, c'est les équipes d'Adobe. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, que essentiellement que de l'After Effects. Et maintenant, je me suis mis à DaVinci, pas pour le montage, mais pour tout l'aspect color grading. Pour rectifier les images, changer les couleurs, donner un ton, un aspect, une vibe à une image. J'utilise DaVinci dans ce cas-là. Avec le temps, j'espère pouvoir trouver un pipe assez structuré où je peux vraiment faire tout le montage dans DaVinci, passer dans After Effects pour faire mes effets et ensuite finir le grading à ce moment-là, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Ok. On a John qui nous dit c'est vraiment bien de passer le cap d'être dans la proposition créative en tant que graphiste ou motion, c'est super intéressant. Jordan qui nous parle de est-ce que tu travailles depuis chez toi ou dans un espace de coworking ou en studio? As-tu des amis, collègues à qui tu demandes des retours, des conseils pendant le processus de création? Alors, je travaille plus chez moi depuis très longtemps, pour deux raisons. La première, c'est que mes machines produisent beaucoup de chaleur, et puis j'en ai plusieurs, et beaucoup de bruit. Euh, et quand, par exemple, l'été arrive, ça devient très compliqué de travailler à la maison. Et, euh, et ensuite, c'est mes enfants, petits bas âge. Ceux qui ont monté mon PC ont la très bonne idée d'en faire une espèce de boîte de nuit où tu as du bleu, du rouge, du vert, un peu dans tous les sens. Et mes enfants aiment beaucoup les lumières et les couleurs. Le jour où mon fils il a juste appuyé sur le bouton, enfin ma fille, pour éteindre parce qu'il trouvait la lumière jolie et ça a bloqué le rendu d'un de mes projets, je me suis dit on va peut-être partir et trouver un bureau. Et j'ai trouvé des bureaux en fait, mais j'ai pas vraiment des espèces de coworking, c'était dans des studios de post-production, d'animation. Donc mes premiers bureaux étaient dans une boîte qui s'appelle NKI, je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est une boîte qui faisait de l'animation, des cinématiques de jeux et, euh, et des publicités. Salut Alex, d'ailleurs, au passage. Et par contre, et après j'ai changé de bureau pour me rapprocher aussi de chez moi. Et maintenant je suis dans un studio d'animation qui s'appelle Cap Studio, où il m'héberge, où en effet, bah, il y a des graphistes autour de moi, on parle, à la machine à café, enfin, normal, quoi. Et non, je demande pas grand monde un avis sur le travail. En tout cas, pas au début. Je le demande vers le milieu du travail, vers le milieu vers la fin du montage, par exemple, je vais demander un avis, je demande un avis sur quelques designs, euh, mais vu que les avis de manière générale sont très subjectifs, bah, ce qui va plaire à quelqu'un va pas plaire à d'autres. Euh, Après, je demande des avis techniques. Par exemple, ça m'arrive souvent de demander, bon bah voilà, en termes de technique, est-ce que c'est la meilleure chose à faire
cette méthode-là ou autre. Mais en termes d'artistique, non, je demande quasiment à personne. Ok, très bien. Après, on a un peu des questions sur les sources d'inspiration et sur l'arrivée de l'IA, mais si tu veux, on pourrait y répondre dans quelques temps et Ouais, comme ça, carrément. on peut continuer un petit peu. Euh, donc maintenant, sur mon processus créatif, c'est quelque chose de très... alors pour être honnête, je regarde très rarement le travail d'autres personnes. Avec le temps, je suis quelqu'un de très fermé sur moi-même en termes juste du travail, c'est-à-dire que je vais quasiment pas sur Instagram à part quand je dois poster quelque chose et interagir avec les gens. Enfin, j'ai un timer de 7 minutes par jour d'Instagram pour pas trop déconner. Euh, mais je sais pas comment les autres travaillent. Et j'ai jamais su, en fait, réellement. Du coup, ma méthode de travail, je sais pas si elle parle à quelqu'un ou si c'est une méthode de travail normale, mais en tout cas, c'est celle que j'ai développée avec le temps et qui me va. Moi, je suis quelqu'un de, quand je développe mes histoires et mes projets, je suis quelqu'un de très très visuel. Et quand je commence à créer mes scénarios, mes storyboards, mes machins, ça ressemble à peu près à ça. C'est des connexions que je veux faire, et des points clés dans le film qui vont m'aider à définir un arc narratif ou un aspect visuel. Donc j'ai rarement tendance vraiment à écrire les choses. J'écris une base très légère de pitch de mes histoires, de mes films, etc. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est la connexion qu'il y a entre chaque plan, entre chaque personnage, entre chaque décor. Donc ça, c'est en tout cas la manière dont je travaille. C'est plein de points visuels qui vont se raccorder les uns avec les autres et qui va former justement mes histoires. Donc ça, c'est fait avec Miro. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cet outil-là. C'est un outil de whiteboard qui est souvent utilisé pour faire des refs, des moodboards, ce genre de choses. J'utilise aussi de temps en temps dans ce cas-là. Mais moi, c'est vraiment pour structurer mes films. Donc en tout cas, ça prend cet aspect-là quand je commence à construire un peu une histoire ou travailler sur un film. Et ensuite, dès que je me dis qu'à peu près ça c'est bon, j'ai une structure qui est à peu près correcte, où je sais à peu près d'un point A à un point B, à quoi va ressembler, à quoi va, comment va être structuré le film, je vais passer aux références directement. Je passe, des fois, je veux passer plus de temps, et ça arrive des fois, plus de temps à chercher des images qu'à faire le projet. Euh, Parce que, bah, déjà, c'est pas forcément une recherche de ce dont à quoi ça doit ressembler. C'est des fois une recherche de qu'est-ce qui a déjà été fait et que j'ai pas envie de faire, ou de refaire. Ou des fois, c'est tellement été bien fait que si moi je le faisais, ça sera sûrement moins bien. Du coup, des fois, c'est de trouver aussi des références à avoir un sample de références, trouver un pattern commun entre toutes ces références, se dire cette piste-là n'a pas été encore exploitée, partons là-dessus. Euh, donc ça va vraiment un peu dans les deux sens. Euh, mais en tout cas, si on doit juste s'arrêter au- à la manière très pratique pour les références, j'utilise ShotDeck. ShotDeck, c'est un outil de référencement un peu comme Pinterest, mais très axé sur la cinématographie, sur les films, c'est-à-dire que c'est une équipe qui prend des films, qui font des screenshots tout au long du film de bonne qualité, et qui va répertorier ça correctement par ton chaud, ton froid, couleur, aspect ratio, format, décor, personnage, etc. Un peu comme Pinterest, mais plus clean, moins le foutoir. Et c'est mon outil de prédilection principal. Vu que moi, je tente toujours à avoir un projet le plus cinématographique possible, bah, il n'y a pas mieux comme référence que juste d'avoir des images de films et de pouvoir s'en inspirer. Je veux dire, les cinématographeurs sont aujourd'hui, enfin, il y en a qui c'est des piliers dans le cinéma, et de s'en inspirer, c'est toujours une bonne chose. Ce que je pourrais recommander, c'est au maximum, inspirez-vous de photos, de choses réelles, de concrètes, parce que sinon, si vous prenez par exemple une inspiration d'une 3D,
La 3D est un rendu dégradé de la réalité, qui a été retranscrit via les yeux d'un artiste. Et ça a été déjà dégradé une fois. Et ça pas mieux que la réalité, c'est juste altéré. Et si vous reprenez encore cette référence-là, bah, vous mettez 2 points de dégradation, on va dire, sur cette image. Donc ça va être encore moins bien. Euh, donc au mieux, en tout cas si vous pouvez le faire, inspirez-vous toujours de photos, de trucs réels, quitte à ce que vous-même vous photographiez les choses. Mais la photo sera toujours la meilleure référence possible à votre travail. C'est ce qui vraiment pourra élever votre travail à un niveau un peu supérieur. Ça prendra plus de temps, mais au moins vous aurez vraiment la référence pure qui pourra vous amener à un très bon résultat. Donc, Shodec, c'est un abonnement payant. Donc, pour ceux qui peuvent le prendre, je le conseille vraiment. C'est un de mes outils préférés. Après, il y a aussi bah, le standard, hein, c'est juste Pinterest. Normal, c'est là où en effet pour le coup c'est plus le fouillis, euh, mais c'est là où vous allez trouver plus d'images différentes. Alors, le seul truc qui est un peu plus négatif maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'IA dans, dans Pinterest. J'ai rien en particulier contre l'IA, hein, c'est juste que en termes de qualité, maintenant, de référence, ça, c'est moins bien pour moi. Mais il y a quand même beaucoup d'images qui sont prises aussi dans Pinterest. Donc je passe aussi énormément de temps là-dedans et à essayer de classifier mes projets et, euh, et essayer d'avoir des samples à peu près intéressants. Même dans certaines de mes références, il y a des images faites en IA parce que je trouve un seul élément très intéressant. Jamais vraiment dans l'entièreté du truc. Mais en tout cas, voilà, j'encourage tout le monde à utiliser Pinterest et à essayer de trouver autant de références que possible, passer du temps, vraiment, parce que moi j'en passe énormément, parce qu'il y a toujours un petit élément dans chaque image qui peut être intéressant et qui va donner ce petit truc en plus pour faire en sorte que ce soit très bien. Ensuite, une fois que j'ai un peu rassemblé toutes mes références sur Pinterest, sur ShotDeck ou machin, c'est là où je veux aussi maintenant commencer à mettre en place et à essayer de mettre en forme un peu toutes ces images-là par rapport à l'histoire que j'aimerais raconter. Ça, typiquement, c'était un des boards parmi les nombreux boards que j'ai fait pour No Mankind, où, par exemple, pour le storyboard, à un moment donné, j'ai juste pris des images de films, je les ai mis bout à bout, et je me suis dit, tiens, ça, c'est un bon storyboard. Voilà. Donc, je sais pas dessiner, moi. Je sais dessiner très basiquement, euh, mais, euh, mais je préfère toujours me fier aux photographies, aux caméras. Je passe à la 3D très très vite. Euh, je fais pas de board. Enfin, aujourd'hui, j'en fais des storyboards avec des outils d'IA qui m'aident un peu plus à structurer mes idées pour être un peu plus précis sur certains projets où bah, t'as pas le choix. Euh, mais, euh, mais ensuite, je mets tout à plat sur Miro et je peux avancer un petit peu mieux justement sur les projets. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre? Alors, on a une question sur tes plus grosses sources d'inspiration, mais je pense que ça, on pourra peut-être en parler dans la conclusion un peu plus tard, Mhm. que ce soit des artistes, livres, influences. Et on a une question de John concernant l'IA aussi. Donc, Mehdi, c'est à toi de me dire si tu veux répondre à ces questions, ou tu veux continuer, ou Non, bah, tu veux. on peut commencer à répondre maintenant. Alors, qu'est-ce Euh, que tu penses de l'IA dans votre métier? ça, c'est toujours un domaine assez touchy, surtout, ouais, surtout dans l'industrie aujourd'hui. Alors, il y a une réalité des choses dans l'industrie. L'IA a malmené déjà des métiers dans cette industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les concept artistes, par exemple, en effet, je vois qu'il y a beaucoup moins de travail. Il y a vraiment beaucoup moins de travail en concept art, juste enfin, en image fixe, parce que forcément,
bah, tu peux pas compétiter avec ça. Tu peux pas, enfin, tu peux pas battre une IA juste en termes de rentabilité. C'est ça que je parle. Je dis pas que ça fait des meilleurs artworks, parce que à beaucoup de degrés non, surtout maintenant, je trouve pas ça forcément très bien. Ça peut imiter beaucoup de choses, mais la réalité c'est que dans l'industrie, bah, imiter ça suffit. Et il y aura moins de travail. Donc si tout ce que tu fais c'est des illustrations fixes et que tu espères en vivre, ça va être compliqué de faire que ça. Euh, Mes amis concept artistes ont moins de travail. Il y en a qui se sont fait virer et ceux qui gardent leur travail, c'est très très bon. Et souvent, ils retouchent aussi des images générées par IA parce que bah, juste quand tu as besoin d'un concept art et que une IA va t'en proposer une centaine ou 200 en moins de 20 minutes et que tu vas prendre des petits morceaux et essayer de faire en sorte que ton image à la fin soit bien, c'est pas quelque chose que tu peux. Enfin, tu peux rien faire vraiment contre ça. Au-delà des aspects juridiques et machin, parce que ça pareil, ça arrivera jamais. J'espère que. Enfin, la boîte de Pandore est ouverte. Ça, du coup, elle se refermera pas. Clairement pas. Donc aujourd'hui, il faut travailler avec, mais de manière intelligente. C'est-à-dire que ça va pas nous remplacer, ça va pas remplacer les designers ou les réalisateurs ou certains graphistes. Mais par contre, il faut apprendre à travailler avec de manière intelligente. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'utilise l'IA, mais pas dans le fait de vas-y, crée-moi une image, puis je vais faire un truc avec, je vais le refaire en 3D, voilà. Et je travaille pas du tout comme ça. Mais les moments où j'utilise l'IA, c'est par exemple quand un client m'appelle pour faire une publicité, une cinématique de jeu ou un film, et que je dois fournir un storyboard, bah, c'était toujours très compliqué pour moi déjà d'avoir un storyboard, parce que du coup, si un storyboard doit répondre à chacune de mes petites spécificités, bah, le pauvre, je le fais travailler 24 heures sur 24, et c'est pas grave pour lui. Et puis moi, à la fin, j'ai pas forcément ce que je veux parce que bah, il n'est pas dans ma tête. Euh, et moi, je sais pas dessiner. Donc, du coup, ça m'a aidé à faire en sorte que mes films ont une meilleure structure. Donc je fais mes storyboards, des storyboards qui peuvent vraiment dessiner pour que les clients puissent comprendre correctement ce que je veux faire. Euh, Par contre, ça prend du temps. Ça prend du temps à prompter vraiment les choses pour avoir mon résultat. Mais du coup, maintenant, j'ai un outil de storyboard assez efficace qui me permet de conceptualiser correctement mes films, compréhensibles pour des clients, pour des gens, si j'ai besoin d'investisseurs, pour justement pour pouvoir investir dans un de mes films, si j'ai envie de le faire financer, euh, pour un peu tout ça. Du coup, il y a des parties où l'IA peut être implémentée. Euh, Pareil, j'utilise aussi l'IA pour, quand j'ai fini une de mes 3D, donc j'ai fini euh, un, un concept en entier, je le regarde à la fin, je me dis, est-ce qu'il manquerait pas quelque chose, des machins. Alors encore une fois, t'as pas toujours un pote à qui appeler, qui va te répondre sur le moment, quand t'es vraiment dans une espèce de flow d'inspiration où tu travailles. Du coup, c'est là où, par exemple, j'utilise une IA qui s'appelle Magnifique AI, je sais pas pour ceux s'il y en a qui connaissent, où en fait, ce truc-là va me proposer les 10 derniers pourcents sur mon image. Genre qui va sur un personnage qui va me rajouter peut-être un tatouage que je trouve intéressant, un grain de peau, ou des détails que j'aurais peut-être manqué sur les yeux, ou sur la tête, ou sur une armure, ou peu importe. Mais la manière dont moi, et puis après il y a ChatGPT qui est encore autre chose, mais moi la manière dont je travaille avec l'IA, c'est que c'est vraiment un assistant qui m'aide à, à optimiser mon pipeline de travail plutôt que de prendre un truc qui va juste me remplacer. Après, si la question c'est est-ce que les IA vont nous remplacer ou si c'est une crainte, euh, j'y crois pas pour l'instant, dans le sens où, en effet, la hype était très présente sur le développement des IA. Mais là, il y a beaucoup d'industries, beaucoup de studios, d'agences, de très grosses agences qui investissent des millions et des millions d'euros dans le développement d'outils IA. Ils se rendent compte qu'au final, c'est aussi long, voire plus long et plus cher.
Parce que forcément, le fait de ne pas avoir un contrôle infini sur ton image, ça fait que les choses sont pas forcément possibles. Un client, tu peux pas lui dire, ah, je suis désolé, je peux pas bouger la caméra parce que c'est de l'IA. Tu vois, un client, c'est pas, ça peut pas, ça peut, il paye une prestation, il paye la possibilité de changer tout ce qu'il veut dans le film à partir du moment où c'est validé. Et si t'es pas capable de le faire à cause de ton outil, bah, ça crée des très très gros problèmes. Et pour l'instant, de tous les retours, de tous les échos que j'ai eus par rapport à ça, c'est ce qui se passe. Et quand les grosses majors utilisent de l'IA pour faire leur projet, le backlash est tel que c'est même plus intéressant, quoi. Pour eux, ils sont juste défoncés dans tous les sens, et voilà. Donc je pense qu'on va avoir une espèce d'équilibrium à un moment donné où on va pouvoir travailler correctement euh, de concert, tu vois, et faire évoluer un peu le métier avec de l'IA. Après, je suis pas sûr que c'est quelque chose dont il faut vraiment avoir peur, ou ce genre de choses. Tu vois, donc il faut. Voilà, mon conseil, c'est juste mettez-vous bien à jour, n'ayez pas peur de ce truc-là, trouvez un moyen de travailler avec et surtout d'optimiser et d'améliorer vos conditions de travail et votre travail avec. Faites pas en sorte que ce soit juste de la génération d'images et que vous publiez ça ou alors que vous, tiens, le design est cool, je vais juste refaire ça en 3D, etc. Parce que c'est pas très intéressant, hein, c'est pas vous. Mais tant que vous arrivez à garder une identité en utilisant l'IA, j'ai envie de dire pourquoi s'en priver. Merci Mehdi pour cette réponse. On a une autre question, toujours en rapport avec l'IA, qui était justement ton outil de storyboard que tu utilises avec l'IA. Une question de Jordan. Alors, pour le storyboard, j'utilise Midjourney, Bing AI et Magnifique AI. J'utilise les trois, mais le point central reste ChatGPT parce que c'est avec lui que je prompte mes images. ChatGPT étant l'un des meilleurs assistants possibles qui existent et surtout qui comprend tout et qui a lu toutes les docs. Il est plus à même de me fournir un résultat qui est bon. Le truc pour moi, le plus compliqué dans la génération IA, c'est d'avoir le bon prompt. Donc moi, ce que je vais faire, je vais donner à ChatGPT des images références, et je vais l'entraîner à me comprendre. C'est-à-dire que moi, j'ai une façon de parler avec ChatGPT, enfin, de manière avec tout le monde, de manière assez spécifique. Et je l'ai entraîné à me comprendre parfaitement. Et j'ai un truc qui s'appelle le Minimad, justement pour pouvoir, quand je sors une phrase, il comprend directement la manière dont je parle et ce que je veux faire. Et il nous sort un prompt qui, au bout de 5 générations, sera la bonne. Ce sera le bon truc. Alors, c'est pas un système parfait, hein, forcément, c'est du noise, hein. La technologie, ça bouge tout le temps. Mais à la fin, j'arrive quand même à avoir des trucs qui sont assez proches. Il y a aussi un truc, par contre, ça ne marche pas avec du motion design. Les prompts, tout ça, c'est pour ça que le motion designer, pour l'instant, je vais dire, ça va, c'est safe. C'est que c'est tellement abstrait, c'est tellement, c'est pas un film avec une structure standard. C'est pas des gens, c'est pas forcément détaillé. Des fois, ça va être des formes abstraites qui vont fusionner, qui vont merger, qui vont se transformer. Ça va être des FX, ça va être. C'est trop abstrait pour vraiment qu'une IA comprenne ce genre de choses. Toutes les pubs qui ont été faites par Sommeil, par Panoply, Future Deluxe et machin, va prompter ça. Ça, je peux pas et je pense pas que grand monde peuvent le faire. Si c'est possible, en tout cas d'avoir une consistance sur un board entier et sur un projet entier. Donc l'IA marche pas en motion design, pur et dur en tout cas. Mais par contre, si vous avez un projet type cinématique de jeu, oui, ça va. Et ChatGPT fait bien le travail pour créer le prompt parfait que tu mets dans Midjourney, tu vois ce qu'il sort, tu mets ça dans Bing AI, tu vois ce qu'il sort, et après tu arrives à amalgamer un peu les deux pour avoir l'image que tu avais à peu près en tête.
Très bien. On a une question également de Jamel concernant Miro. Concernant le storytelling, tu as indiqué le graphique Miro. Ce serait possible de nous décrire brièvement les étapes et ou plus précisément les éléments importants que tu recherches à atteindre absolument pour créer un short film attractif? Ça, c'est c'est un autre webinar complet. Bah écoutez, là, ça, je t'avouerai que c'est très compliqué à synthétiser d'un coup. C'est comme si tu demandais, je sais pas, à Scorsese, bon bah vas-y, c'est quoi la recette quoi? Je pourrais même pas dire si tu veux, c'est un processus avec tellement d'accidents. Moi, si tu veux, tous mes projets sont le résultat de toutes les références que j'ai accumulées, tu vois, dans ma vie, direct ou indirect. Euh, mais je sais pas. Je me suis jamais posé la question vraiment. Je sais pas en fait ce qui fait un bon film dans le mauvais film. J'en ai aucune idée. Je sais même pas. C'est trop subjectif et je pense pas que quelqu'un puisse avoir une définition. Euh, Tellement il y a tout dans le cinéma, il y a tellement d'avis. Donc encore une fois, je pense que la meilleure réponse à donner, la meilleure solution, c'est vraiment, vraiment faire le film que tu voudrais voir. Et c'est le seul conseil que je peux donner. Tu vois, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de. Enfin, il y a rien de spécial. Enfin, tu vois, par exemple, quand Christopher Nolan a sorti Memento, où il fait le film à l'envers, bah, je suis sûr qu'il y a des gens, tu vois, si, avant que ce soit Christopher Nolan, il a dû se faire cracher dessus. Tu vois, d'où tu sors un film à l'envers, ça se fait pas, on peut pas, enfin, c'est pas possible, quoi, tu vois. Donc il y a plein de comme ça, de gens qui ont cassé des codes, des short films, du cinéma, de peu importe. Et de toute façon, si vous remarquez bien, la première réponse à n'importe quelle bonne idée, c'est non, ça va pas marcher. Du coup, sur, si on part de ce postulat, vous écoutez personne, vous faites exactement ce que vous voulez faire, ça marche pas, au moins vous aurez fait votre idée, et si ça marche, c'est très bien, si ça marche pas, bon bah, on va changer de stratégie sur un autre film ou une autre méthode. Mais non, non, ça reste toujours la même chose. Faites uniquement les choses que vous voulez voir. Et est-ce que ça marche pas, c'est pas grave. Tu vois, l'important c'est juste de faire les choses. Euh, mais non, il y a malheureusement pas de recette, sinon je crois que je serais le premier à payer pour. Mais ouais, non, parce que ça, les secrets de Fincher, moi je prends. Mais je pense pas qu'il y a vraiment ça, quoi. Et on a aussi une question de Jocelyn qui nous dit de plus en plus de DA, motion filmmaker, VFX artistes switch sur Unreal Engine pardon, 5. La 3D en temps réel, c'est quelque chose qui t'intéresse. Alors, je pense que la 3D en temps réel, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Le seul problème que j'ai avec Unreal, c'est pour ça que je n'en fais pas, c'est que, en effet, Unreal, quand tu vois les démos faites, quand tu vois les projets qui sont faits avec, c'est fou. C'est franchement, t'es là, tu te dis, mais avant qu'il y avait ce débat dans d'IA, il y avait ce débat de, bon, bah, est-ce que Unreal va remplacer tous les soft 3D? Est-ce que tous ceux qui en font pas, ils sont en retard? Est-ce que ça va mettre V-Ray ou Redshift ou Octane au placard? Donc ça, c'était avant qu'on ait tous ces trucs sur l'IA, c'était Unreal, l'autre sujet. Alors, moi maintenant, en toute honnêteté, à chaque fois que je vois des projets qui claquent, hein, vraiment des trucs où tu te dis, ouais, franchement, je devrais appeler ton nom, c'est fait par Weta, c'est fait par Blur Studio, c'est fait par les gars d'Unreal, par Epic, et moi je suis pas ça. Tu vois, moi je suis juste Mehdi, tranquille, dans mon bureau, avec mon vélo qui m'attend à la sortie. J'ai pas ce pipeline de travail, j'ai pas toutes ces connaissances, j'ai pas tous ces artistes à disposition. Et du coup, je suis pas sûr que ce soit possible de faire des choses aussi bien. Et je pense que ça prend beaucoup de temps. En fait, le rendu est très biaisé par toute la préparation qu'il y a avant. Et au final, c'est soit pareil, soit plus long. Euh, donc, euh, donc, à part si vraiment il y a. Enfin, si par exemple le moteur Unreal Engine était dans Cinema 4D comme un DCC, comme Redshift ou Octane, oui, j'utiliserais ça directement. Mais c'est pas le cas, c'est un soft à part entière.
avec un système complètement différent qui des fois rend dingue, hein, vraiment. Et c'est pas possible, quoi. Tu vois, et pour vous dire, pour ceux qui connaissent, bah, Ashtor, justement, quand je l'avais parlé, bah, il me disait que bah, lui, il s'est mis sur Unreal parce il fait son short film là, avec Unreal et il le fait sur Unreal parce qu'il y avait une méga grant, c'est une espèce de bourse, je crois, qu'Unreal donne pour faire des films pour les filmmakers. Et il me disait qu'il s'arrache les cheveux. Après, il en a pas, les cheveux. Mais en tout cas, c'est très compliqué de faire ce qu'il veut, c'est très frustrant. Et après, encore une fois, sur l'accès aux connaissances, je sais pas, ceux qui connaissent Greg Frazier, c'est le directeur de photographie de Dune, et c'est lui qui l'aide à placer ses lights dans Unreal. Donc, à part si vous avez une méga star derrière pour vous dire franchement, place tes lights là, euh, ça va, ça va, ça va être bien. Bah, non, Unreal, c'est pas pour moi pour l'instant. Franchement, c'est cool et tout, mais j'attends de voir des graphistes un peu seuls. Et j'en connais, je crois, deux qui ont fait des trucs un peu, mais eux, c'est des grosses brutes. Euh, donc, c'est pas un truc qui m'intéresse pour l'instant. Je sais faire les films tels que je sais les faire aujourd'hui, ça marche. Je sais quand je commence, je sais quand je finis. À part s'il y a un très gros shift qui vraiment vaut la peine, il n'y a aucun intérêt pour moi ni pour qui que ce soit d'aller sur Unreal pour l'instant. Et en motion, ça vaut pas le coup. Si vous voulez faire du motion, vraiment c'est ça, euh, bah, faites du Houdini ou faites du Cinema 4D et vous rendez selon un moteur de rendu qui va avec. Si vous voulez faire des trucs plus game, plus cinématographique, plus cinématique de jeu, pourquoi pas, allez-y. Mais sinon, je vois pas beaucoup d'intérêt juste de switcher par hype, je pense. Ok. Et on a une question de John qui nous demande est-ce que tu as intégré Blender également dans ton pipe? La même chose que Unreal, c'est que ça me servira pas. Ça servira pas vraiment à mon travail. Il y a un concert de piano derrière toi, Mehdi? Oui, excusez-moi, faut que je prévienne les autres graphistes et vous pouvez m'attendre juste une petite seconde. Oui, t'inquiète. J'ai N'hésitez arrêté pas de... si vous avez des questions à nous poser dès maintenant. Il nous reste encore 15-20 minutes, je pense, ensemble. J'en profite également pour vous dire que grâce à Mehdi, à ce webinaire, vous avez un code promotionnel sur la gamme des écrans pour les photographes et pour les designers, des écrans 4K dont Mehdi est utilisateur, avec le code MH Webinar 2024. Mais Mehdi pourra vous parler dans tous les cas de cet écran d'ici peu, quand il parlera un petit peu des outils avec lesquels il utilise, pardon, qu'il utilise. Ouais. Donc voilà. Et du coup, sur notre petite question, qu'est-ce qu'on avait? On avait du coup, on parlait de Blender. On a Wallace qui nous dit les tools commencent à rentrer en motion sur Unreal, mais c'est tout neuf et en construction. Et ensuite, on a Césaire qui nous dit conseilles-tu d'étudier le Lightning cinématique, pardon, ou photographie pour s'améliorer en Lightning ou pour cette approche cinématographique? Pardon. Je sais pas si c'était clair. Euh, ouais, j'ai compris. Parfait. Bah, je finis la petite presse et de toute façon, sur le temps qui reste, je répondrai à toutes vos questions. Comme ça, il y aura tout. Ça vous va? Très bien. Ok. Donc, de toute façon, ça va aller assez vite. Euh, sur les outils, du coup, que j'utilise, c'est assez simple. Il n'y a pas de grand chose vraiment dans mon pipeline de travail. Donc, il y a Lightroom, euh, Substance Painter, DaVinci, Cinema 4D, After Effects, Photoshop et Plasticity. Euh, ça- Tous mes films, tout mon travail, ça s'arrête à peu près à ça. Après, il y a plein de petits sous-outils. Par exemple, pour ceux qui connaissent Topaz, c'est un upscaler qui utilise l'IA justement pour transformer un footage en 1920 en Full HD en 4K, par exemple. Ça, j'utilise beaucoup. J'utilise aussi Ambergen des fois pour faire quelques petites simulations rapides.
d'environnement, etc. Mais ça reste à peu près sur cette gamme d'outils que j'utilise qui me suffit très très bien. Euh, Ça a mis du temps. Avant, j'avais beaucoup plus d'outils pour faire ce que je fais, mais au final, ça s'est vite rétréci et ça se limite à vraiment les fondamentaux et j'ai pas forcément besoin de plus. La seule chose que j'ai oublié, c'est les petites sous-ramifications en effet, dans Octane, j'utilise Redshift et dans ce mécanisme, j'utilise Octane et Redshift. J'utilise pas vraiment plus de plugins que ça. Avant, j'utilisais Xparticles. Maintenant, avec les outils de simulation qu'offre C4D, bah, c'est plus vraiment la peine pour moi de l'utiliser. Puis c'est bien, ça fait des économies. Euh, mais ouais, ça m'a beaucoup servi et j'ai fait ça avec beaucoup aussi de matériel. Euh, que ce soit sur mes périphériques, que ce soit un peu tout. Et pour en revenir à BenQ et à l'écran dont on est en train de parler, alors faut bien savoir, bien comprendre que alors, on me contacte souvent pour des partnerships d'un peu tout et n'importe quoi. Et BenQ, pour l'instant, c'est la seule marque avec laquelle je travaille, j'aime bien travailler parce que c'est pas juste une espèce de, comment dire, ça apporte vraiment un truc à mon travail. Moi, en tout cas, j'en ai vraiment besoin. C'est-à-dire que je bosse dans des environnements, dans un mood qui est assez dark, où j'ai besoin de voir un maximum de détails. Et en effet, si j'ai à chaque fois un matériel à recommander, c'est toujours à peu près deux choses. C'est une carte graphique. Sur le moment, soit c'est une 4090, je suis sûr que je vais recommander les prochaines quand elles vont sortir. Et un écran. Parce que en toute honnêteté, pour avoir testé une tonne d'écran, le nombre de fois où je fais un visuel et à la fin, c'est quelque chose de complètement différent, complètement surexposé, sous-exposé, désaturé ou peu importe, quand je le reporte sur ma télé, sur un téléphone, sur un Mac ou ce genre de choses, c'est assez essentiel. Donc je recommande pas ça pour n'importe quel outil, mais en tout cas pour ceux qui veulent vraiment bah, travailler confortablement et surtout correctement, en tout cas, si vous le pouvez, quand vous pouvez, prenez un écran de cette gamme-là, parce que c'est le seul écran que je pourrais recommander. Au-delà du fait que chez moi, il fait pas trop écran un peu foufou de gamer avec des néons partout. Je suis quelqu'un de très simple. Et comme ça, mes enfants s'y approchent pas. Ils veulent pas trop toucher avec. Euh, mais ouais, le but aussi de ce webinaire, c'est j'aime bien recommander des choses qui sont que j'estime être du bon matériel qui apporte une réelle plus-value au travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même quand et j'ai d'autres écrans, hein. J'ai un LG, j'ai une Cintiq, et clairement, il y a un écran qui est référence, c'est le BenQ qu'on- que j'ai. Ouais, les références, c'est quoi le dernier? C'est Chaque le fois, PD j'oublie. 3225U Ouais, 4K. jamais je ressortirai ce là jamais de la vie. Mais en tout cas, celui-là. Euh, T'inquiète, Ce- t'inquiète. Aucun souci, Celui-là, Mehdi. celui-là, c'est juste pour la petite parenthèse conseil matériel. Et en effet, si vous pouvez avoir des 40-90 et futurs 50-90, faites-le. Pour le coup, Unreal, tu le sens entièrement la différence, tu vois, quand tu feras tes rendus sur Octane ou sur Redshift. Mais en tout cas, c'était ça à peu près pour mes outils. Et on arrive en tout cas à la fin de ma petite présentation ma petite présentation PowerPoint. Alors, si vous voulez, on peut lancer la vidéo process, où en gros, j'enregistre pas mes travaux tout le temps, enfin quasiment jamais, je passe pas mon temps à le faire. Mais ça, c'était en gros un petit recording de à quoi, comment je travaille quand je fais juste un perso et un développement visuel. Voilà. Donc tu peux lancer peut-être la Oui, vidéo hop. et en attendant, je peux quand même répondre aux questions que vous voulez pour boucler un peu. C'est très Alors, sympathique tu m'as entre dit projet. process. C'est Process, parti ouais, pour c'est le ça. process. Voilà. Il n'y a pas de son dessus, hein, c'est juste une vidéo pour vous montrer, pouvoir parler tranquillement.
Et c'est fait sur une vieille version de Cinema 4D, je sais. On a également une question. Je sais plus si tu as répondu à Césaire concernant le lightning cinématique ou Ah, ouais. photographie pour s'améliorer. Ok. Donc Césaire qui nous demandait si tu conseillais d'étudier le lightning cinématique pardon, ou photographie pour s'améliorer en lightning, pour avoir justement cette approche cinématographique. Alors oui, 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 j'encourage vraiment à faire ça pour plein de raisons. Déjà, si tu fais de la photographie, c'est un plus, c'est un vrai plus et je le vois. C'est-à-dire que alors moi j'en fais pas, malheureusement j'en fais pas. J'aimerais beaucoup, beaucoup avoir le temps d'en faire, mais c'est pour ça que je passe 10 fois plus de temps à regarder des photos, à avoir des livres de photographie pour compenser justement ce manque-là. Mais tout ce que j'ai envie, oui, c'est de prendre un appareil photo et de photographier et passe tout mon temps à faire ça. Mais ouais, j'encourage beaucoup à le faire parce que de comprendre la lumière, de comprendre comment marche la lumière, et je sais que ce terme-là est assez flou. Comprendre comment marche la lumière, c'est plus comment comprendre comment marche la lumière sous différentes conditions. Comment marche la lumière sous le soleil, comment tu peux faire en sorte de créer une ambiance, par exemple, parce que la cinématographie, en somme, c'est juste de tricher pour recréer des ambiances euh, pseudo-naturelles pour retranscrire un mood, pour retranscrire une ambiance, une émotion, un effet un peu claustrophobique ou alors un effet un peu plus soft, plus ouvert, ce genre de choses. Mais c'est assez important. Et d'étudier comment marche la lumière via la photographie et de l'expérimenter soi-même, c'est une bonne chose. Tu vois, tu prends n'importe quoi, une bouteille, et tu prends une lampe, et tu vas mettre différents, je sais pas, trucs dessus, un bout de drap, un papier, un bout de gel coloré, une pochette plastique rouge, et tu vas avoir des résultats drastiquement différents. Et toutes ces petites expérimentations, tous ces petits... au final, cette toute petite connaissance que tu as accumulée avec des petites expérimentations, bah, ça va te permettre de te dire, bon bah ok, en fait, si je mets, tu vois, une couleur ou alors un effet sur cette light ou ce genre de choses, bah, c'est un truc que tu vas pouvoir te rapprocher de ce principe-là et d'avoir d'autres résultats. Et ouais, la photographie, la cinématographie, si tout le monde, même pour des projets motion, genre Microsoft, où tu dois juste enfin mettre un laptop ou ce genre de choses, ça aussi, ça a besoin d'une ambiance particulière et qualitative, et c'est surtout, et de pouvoir étudier justement ce genre de choses augmentera grandement la qualité de ce truc-là. Même pour des trucs très très motion standard. Tu vois, on recherche toujours une espèce de nouvelle patte, une nouveauté, quelque chose qui change un petit peu. Et de ramener une touche cinématographique à un projet aussi simple en motion que pour du Microsoft ou pour du Apple ou peu importe, bah, je trouve que c'est une bonne plus-value et c'est une bonne chose à faire. Merci beaucoup Mehdi. On a une question également de Wallace, pardon, désolé, qui nous demande comment est-ce que tu abordes le fait que d'un écran à l'autre, les gens ne voient pas forcément le même résultat que ce que tu as fait. As-tu des tricks par rapport à ça? Alors c'est une double question à la fois BenQ et toi en plus. Alors c'est là où justement alors, mes clients et les clients en général regardent tout ce que tu fais sur des Mac. Souvent des MacBook Pro ou des fois sur leurs iPhone. Enfin, il y a une grosse partie de l'industrie et ça, je l'ai vu. Enfin, c'est iPhone, c'est MacBook en agence de pub, pareil, et c'est télé. Parce que c'est souvent là aussi qu'on va déterminer le résultat final. Euh, et ce qui m'aide, et ça encore une fois là pour le coup c'est dur de répondre à cette question parce que je suis très dépendant de mon matériel, c'est que entre l'écran BenQ que j'ai à chaque fois devant moi et mon MacBook Pro qui est à côté, il n'y a pas beaucoup de différence. Du coup, j'ai pas beaucoup de lag. Par contre, je le vois avec ma Cintiq, par exemple, qui est aussi de l'autre côté. Bah là, pour le coup, il y a une vraie différence de contraste et de résultat de couleur. C'est moins fin, euh, mais pour moi, la vérité va toujours être dans le téléphone, un MacBook Pro et la télé. Voilà. Et de bosser sur mon petit BenQ là me permet de pas être trop faux par rapport à ça. C'est-à-dire que quand je vais rendre mon footage, bah, je sais que je vais pas être, ça va pas trop déconner d'un OLED d'iPhone ou d'une télé. Donc, en tout cas, si vous voulez toujours vous rendre compte des choses,
réellement, si vous n'avez pas accès à un BenQ ou alors à un écran qui coûte une blinde, des fois qui n'est pas forcément très justifié, bah, regardez juste sur un téléphone ou un Mac ou une télé. Vous avez forcément l'un de ces trucs-là. Et quand je dis téléphone, c'est pas forcément un iPhone, c'est juste un téléphone OLED ou un téléphone assez récent. Ou, enfin, comme ça, vous savez à quoi ça va ressembler sur Instagram et les réseaux sociaux. Vu que tous les projets maintenant vont vers ces supports de communication, bah au moins vous êtes sûr de ne pas être faux. Voilà. Donc avant de poster quoi que ce soit, checkez sur vos petits devices. Si c'est bon, vous pouvez passer à la suite. Ça rejoint effectivement Mehdi, je me permets de Ouais, compléter et d'étayer également ta réponse sur ton process. C'est un peu comme également les artistes qui vont écouter leurs morceaux dans une voiture sur un téléphone pour voir si le mix et le mastering est bon. Et qui plus est, sur la partie des écrans, chez BenQ, on a une singularité de travailler énormément sur la couleur. Et c'est pour ça qu'on a créé des gammes dédiées pour les photographes et pour les designers. Parce qu'on sait qu'en majorité, beaucoup de designers travaillent avec des outils, comme le disait Mehdi, type Mac, ou du moins vont collaborer après avec des clients autres qui vont être orientés dans cet écosystème. Et l'idée de cet écran, c'est qu'il se rapproche à 99% de la colorimétrie d'un Mac pour que du coup, lorsque tu vas avoir ton écran externe, tu n'aies pas de différence de couleur sur ton rendu et que du coup, ça puisse te biaiser tes rendus, tes choix de colorimétrie, tes choix de montage et autres. Donc c'est pour ça que cette série, utilisée par Mehdi et utilisée également pour certains par des photographes, est très importante dans le métier. On a également une question d'Alain qui demande quelle machine, PC ou Mac, pour faire tourner tous ces outils? j'utilise mes Macs pour contrôler mes PC. Du coup, j'ai un peu de le beurre et l'argent du beurre, pour le coup. Alors, moi, je fais du rendu 3D et je travaille sur des gros projets 3D. Ça peut pas être encaissé par des Macs. Euh, Il y a une réalité. Moi, je rends en. Alors, surtout de la manière dont moi je rends, j'utilise Octane et Redshift. C'est des moteurs GPU. Mac a fait un travail formidable sur toutes leurs dernières puces M1, M1 Pro, M2, M3, M4, etc. Elles sont excessivement puissantes. J'ai pas testé ces puces-là sur du moteur CPU, mais pourquoi j'irais dessus? Dans tous les cas, c'est moins rapide. Euh, mais moi, mes moteurs GPU pardon, marchent avec que des PC. Donc j'ai deux PC dans une, dans une salle serveur froide qui sont refroidis tout le temps. euh, et comme ça, elle ne surchauffe pas. Et je les contrôle en utilisant mon MacBook Pro avec Parsec. Voilà, comme ça, moi, j'ai pas de lag ou ce genre de choses. Ça m'évite d'avoir du bruit, de la chaleur. Puis, enfin, j'ai travaillé pendant des années avec et des fois, il y avait un bourdonnement constant qu'il y avait dans ma tête, parce que du coup, les GPU étaient tout, tout- tout le temps sollicités, et c'était trop compliqué à gérer. Du coup, ouais, c'est plus pratique d'avoir des machines toutes froides, toutes silencieuses comme des Mac, euh, pour contrôler mes PC, au final. Très bien, alors je vais arriver sur le dernier onglet de ce webinaire où du coup vous pouvez également poser vos questions, retrouver des liens, qu'avez-vous pensé des sujets, votre relation par rapport aux effets spéciaux, le prochain thème avec Mehdi, peut-être pour 2025 sur d'autres webinaires. Ah ouais. Et j'en profite également pour te poser une question d'Idriss qui demande, alors je ne sais pas si je vais mal prononcer, si c'est de l'ACES ou si tu travailles en AS. En Aces. act ouais, yes, voilà, c'était de l'anglais, mince, je me suis fait avoir. Désolé. Alors, l'Aces, euh, faut bien, je me prends jamais la tête sur la technique profonde de l'image ou du pixel. C'est-à-dire que je suis pas compeur, je suis pas compositeur sur Nuke ou ce genre de choses. Je suis pas flemmartiste ou étalonneur. Du coup, tous ces principes de ACES, etc., moi, c'est juste, est-ce que ça rend bien? C'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse. Dans Redshift, tu as une option qui est activée de base avec ACES, qui fait que je préfère les couleurs
et je préfère le rendu de lumière avec ce mode-là. Après, quand je mets ce rendu-là dans After Effects, je ne touche à rien. Je ne touche pas à un changement d'espace colorimétrique ou quoi que ce soit. Tant que ça rend bien dans After Effects, dans mon écran, dans mon téléphone et dans mon MacBook Pro, je ne me pose pas plus de questions que ça. Toutes les questions techniques qui vont avec les espaces colorimétriques, les formats, je n'y attaque pas du tout. Moi, c'est uniquement sur le look et le ressenti des choses. Parce que c'est pas mon métier. C'est pas mon travail de. Et en plus, c'est pas ce que je vends. Donc, je veux pas me mettre une couche en plus de complexité qui va faire en sorte en plus que mes effets vont pas marcher de la même manière, que certains plugins vont pas marcher de la même manière. C'est un peu relou pour moi. Donc, c'est uniquement sur le look. Et si vraiment j'ai des besoins très particuliers sur des projets type pub télé ou ce genre de choses, j'ai plusieurs amis que je peux voir pour demander sur le dernier export de ce truc-là, comment on peut faire pour que ça matche sur la grille technique des diffusions. Il me la donne, je fais ça et puis c'est réglé. Mais j'ai pas de pipeline spécifique à ce genre d'espace colorimétrique. Je trouve juste que ça rend joli. Super. N'hésitez pas, nous allons arriver sur la conclusion de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions à Mehdi si vous le souhaitez. Il y a également présent tout plein de petits liens à l'écran. Vous pouvez retrouver également les informations, les réseaux de Mehdi, le site web, son site web, son profil Behance et également Instagram et autres. Euh, Merci à toi, Jamel, pour ce retour, qui nous dit merci infiniment pour cela, c'était super instructif. Et Jordan qui nous dit on n'a pas vu la vidéo process. Elle a duré 6 minutes tout à l'heure, mais dans tous les cas, on pourra la remettre pour un prochain webinaire avec grand plaisir, Jordan. Et est-ce que effectivement, Mehdi, tu pourrais nous donner tes plus grosses sources d'inspiration? Peut-être nous donner un top 5 de tes inspirations, artistes, livres, influences. Ah bah, il y en a déjà un je sais pas si vous allez voir, c'est Akira, pour ceux qui sont, qui sont intéressés. Non, bah, il y en a beaucoup, c'est dur de faire un listing de ça. Je crois qu'un jour je ferai un post sur Instagram, machin, où vraiment je dirais tout ce qui a été vraiment déterminant, je pense, dans mon esthétique. Après, il y a des trucs de base. Tu vois, il y a en effet Ghost in the Shell, ça a été très déterminant. Akira aussi, ça l'a été. Alien, beaucoup. Après, il y a plein de petits films qui étaient peut-être un peu nuls, qui moi m'ont marqué. Et il y a des choses qui m'est resté, comme Godzilla, tu vois, qui était sorti il y a celui de Jean Reno, qui était pas, qui à l'époque moi m'a marqué de ouf parce que c'était vraiment la première grosse créature que je voyais en 3D et tout. Aujourd'hui, je le revois, je me dis mais, c'est compliqué. Euh, mais mais il y a plein aussi de petits bouts de films un peu nuls qui m'a marqué sur le moment. Parce que c'était nouveau, etc. Et qu'il faut surtout pas que je la revoie aujourd'hui. Euh, mais ouais, c'est beaucoup de films, beaucoup de livres aussi. Mais après, c'est encore une fois, j'ai toujours été aiguillé vers des trucs un peu plus dark. Je crois que ça, c'est parce que, pour la petite histoire, ma mère a toujours pensé que tout ce qui était film d'horreur, dessin animé, vu que c'est faux, c'est pour les enfants. Et du coup, bah, il peut regarder ça, mon fils. Du coup, c'est pour ça, à 5 6 ans, j'ai vu Alien, quoi. Du coup, oui, ça m'a marqué, pas forcément dans les meilleures conditions, mais j'en ai gardé vraiment des souvenirs. Pareil, Akira, tout ça, même des dessins animés très violents, qui n'est pas forcément fait pour regarder à un âge assez petit, bah, m'a marqué beaucoup. Du coup, c'est vraiment très très tôt que mon œil s'est dirigé vers des trucs un peu plus space, quoi. Mais je ferai un post sur un peu toutes mes références, mais je pense qu'avec déjà tout ce que vous voyez sur mon travail, on peut retracer quand même. Tu vois les traumas de mon enfance qui mènent à la percée étrange que je suis aujourd'hui. Euh, mais ouais, c'est très très varié.
Et mes enfants sont un peu comme ça aujourd'hui. Alors, je leur montre pas, parce que j'ai conscience de certaines choses quand même, pas comme ce que faisait ma mère. Mais je pense que c'est une inclinaison de différentes personnes qui tend vers des thèmes, tu vois, très différents. Mais je conseille de lire, d'écouter des livres, de regarder des séries, des vieilles choses. Enfin, soyez des éponges pour tout, et puis après, ça va se mélanger, faire un truc cool. Très bien. Et on va conclure avec cette dernière question de Césaire qui nous demande, qui te demande, pardon. Moi, je veux juste savoir, Mehdi, utilisais-tu vrai à l'époque 2010-2015? Tu peux répéter? J'ai pas entendu. Utilisais-tu vrai, VRAY, à l'époque 2010-2015? Ah, Véret, d'accord. Ok, Nickel. ok, Véret. Oui, j'utilisais Véret et j'ai rendu quelques projets avec Véret et je sais même pas comment. J'ai aucun souvenir, je crois que mon cerveau a été traumatisé de cette époque-là. J'ai aucun souvenir de comment je faisais pour rendre des projets en moteur CPU tout seul. Euh, et j'utilisais de manière la plus simple et basique possible. J'étais clairement pas un pro dessus, j'ai vraiment appris à rendre les choses quand je me suis mis sur Octane. Mais VRay, ouais, j'ai commencé un peu aussi avec ça. J'ai commencé avec le moteur basique de Cinema 4D à l'époque. Oui, j'ai utilisé ça. Mais aujourd'hui, j'irai nulle part. Redshift, Octane, mis à part si Unreal ou Eevee de Blender s'exporte sur Cinema 4D, euh, je vais pas changer quoi que ce soit. Les boîtes pour lesquelles je collabore, des fois, de Unitimage ou même Capsule Studio, que je vous encourage à regarder leurs travaux, bossent sur Verret et font des trucs incroyables, hein. Donc, je sais pas si vous avez vu dernièrement tous Secret Level, qui est sorti sur Prime. C'est des bouts de cinématiques très longues, de 18 minutes, 20 minutes, qui est sorti il y a pas longtemps. Et il y a beaucoup de projets qui sont sortis sur Verret et ça fait des rendus incroyables. Mais c'est pas forcément le moteur, c'est les artistes qui sont derrière, qui apportent leur pièce à l'édifice et voilà. Mais ça m'est déjà arrivé aussi de bosser sur Arnold Render, que j'apprécie beaucoup. Mais malheureusement, c'est lent, quoi. C'est super lent, c'est très très lent. Et moi, j'ai plus cette capacité à attendre. Et même si je trouve ça handicapant, si j'ai un dernier conseil à vous donner par rapport à ce truc-là, prenez un moteur de rendu le plus rapide possible, parce que la qualité de votre travail va venir aussi avec votre capacité à itérer rapidement. Et à devoir, par exemple, vous bougez une light, vous voyez que ça ne marche pas, bon bah vous la bougez ailleurs 2 secondes après, jusqu'à trouver une position qui va. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, surtout quand on est seul, euh, avoir un très bon résultat très rapidement et avoir de meilleures images. Vraiment, la vitesse d'itération compte énormément. Alors malheureusement, c'est lié aussi au matériel. Ça veut dire des cartes graphiques qui coûtent cher, une machine qui coûte cher. Du coup, il y a forcément, mais ça, c'est on va dire, c'est de l'investissement pour vous et votre travail. Donc dès que vous pouvez le faire, faites-le. Euh, mais, euh, mais ouais, prenez quelque chose qui peut vous faire travailler vite, tu vois. Mais voilà, c'était la petite parenthèse moteur de rendu. Il n'y en a pas des meilleurs, il n'y en a pas un pire, enfin, il y en a des pires, il y en a des franchement pourris, mais il n'y a pas un meilleur moteur de rendu. Il y a juste des bons moteurs et des bons ou des mauvais artistes. Du coup, essayez de faire en sorte de travailler le plus vite possible avec. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Mehdi. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinar. J'espère avoir l'occasion de vous retrouver l'année prochaine avec Mehdi pour un épisode 2 sur des sujets dont on verra d'ici peu. Merci Mehdi. Je vous Ouais. souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à suivre Mehdi également sur les réseaux, à aller vous le renseigner sur le site de BenQ concernant les écrans si vous avez des besoins pour votre setup. Et puis à très bientôt. À bientôt tout le monde, merci d'avoir été présent et puis on se reverra bientôt, j'espère, ouais. Ou sur mes réseaux. Merci beaucoup Mehdi, au De plaisir. rien. Allez, à la prochaine.